la place qu'accorde une partie de la jeunesse aujourd'hui à la religiosité, elle est aussi liée au fait que il y avait des institutions qui, par le passé, pouvaient répondre à ces questions esthétiques, métaphysiques, etc., qui ne sont plus là. Et donc, la religion, elle prend aussi la place du vide, d'une certaine manière. Et ce qui est dramatique, à un moment donné, c'est si vous avez un jeune qui va trouver qui va vouloir trouver toutes ces réponses à toutes ces questions-là à travers la religion, c'est aussi un jeune qui, sur son chemin, n'aura pas en fait pu rencontrer un travailleur social, un prof, une bibliothécaire. Enfin, je le mets au féminin parce que c'est plus souvent des femmes que des hommes, des personnes qui travaillent dans l'éducation populaire, etc. Enfin, des gens qui font que voilà, on a un enveloppement à des endroits différents en fait, pour en fait parler d'une question ultra sensible. Fabien Truon, bonjour. Bonjour. Tu es sociologue, mais on peut dire que tu fais un travail ethnographique de long cours parce que tu restes entre 5 et 10 ans sur le terrain pour chacune de tes enquêtes. Tu travailles sur les banlieues populaires urbaines et tu as étudié notamment le rapport à l'école, la radicalisation islamiste autour de la figure d'Amédi Koulibaly. Et avec Jérôme Truc, vous venez de sortir un ouvrage plus général sur les banlieues qui s'appelle Grand Ensemble. T'es aussi réalisateur de films documentaires. T'as sorti ton premier en 2019 qui s'appelle Les Défricheurs. Puis tu es écrivain avec le roman La taille des arbres. Pour commencer, je voulais qu'on parle du discours le plus prégnant et répandu dans le débat public quand on parle de banlieue, qui est évidemment une définition extrêmement négative, avec pour moi deux prismes. D'abord, le prisme d'un racisme culturaliste. Les banlieues sont définies comme des ghettos où rampe le communautarisme, le séparatisme, un lieu où ne sont pas respectées les valeurs dites de la République. Un discours qui croise en fait les questions de racisme, d'immigration, d'islam radical et de visibilité du religieux. Et puis ensuite, le prisme de la dangerosité de ces territoires qui sont présentés comme des zones de non-droit où s'est installé le crime organisé, le trafic de drogue, la délinquance, les violences ou ce qui est appelé les émeutes. Et quand on regarde dans le champ politique de l'extrême droite jusqu'au président de la République, on parle d'ensauvagement ou de décivilisation. Et toute cette rhétorique, elle est alimentée par le discours et la couverture sensationnaliste des médias sur ces territoires qui va s'y déplacer seulement pour couvrir un fait divers glauque, un meurtre, les révoltes ou une prétendue islamisation galopante. À gauche, en réponse à ces discours, on peut voir deux rhétoriques types. D'abord, mettre en avant la question de la classe, et on pointe à ce moment-là les taux de chômage, la dégradation des lieux d'habitation, le manque de services publics ou les discriminations, par exemple. Mais on tombe parfois dans un discours misérabiliste. Et l'autre discours, c'est plutôt de célébrer la diversité de ces territoires, sa joie, son énergie, la solidarité qui existe entre les habitants. Pour commencer, je voulais donc avoir ton avis. Quelle réalité, toi, tu dresses avec plus de complexité de ces territoires? Comment on peut les décrire et les comprendre en défantasmant et en démystifiant ces territoires? Ouais, donc grande question. Alors, dans ce qui vient d'être dit, on pourrait dire que tout ça n'est même pas faux. C'est-à-dire que quand on parle des problématiques liées à la violence, quand on parle la question sociale, la question des inégalités ou la question de la diversité, en tout cas de l'énergie en fait d'une population jeune, créative, etc. Enfin, c'est même pas faux. Il y a des éléments de tout ça qui sont réels, mais le même pas faux, comme aurait dit un philosophe, c'est pas vrai quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est des petites parties en fait du réel, et quand on prend ces petites parties du réel pour dire que c'est la réalité et qu'on met pas justement ces différents éléments ensemble et qu'on voit pas comment tout ça est travaillé ensemble, on en vient à avoir des discours mais absolument caricaturales, ce qui est exactement ce qui se passe en ce moment sur ces trois types de discours. Alors la première des choses à dire, à mon avis, parce que maintenant on vit vraiment un temps où
le discours caricatural sur la dangerosité, sur la sécession, sur l'anti-France, il est devenu tellement prégnant qu'il faut peut-être repartir de là. Et ce qu'il faut vraiment bien indiquer et avoir en tête, c'est que ce discours-là, il ne dit absolument rien de la banlieue, de la réalité des banlieues et des quartiers populaires, mais il dit beaucoup des gens qui parlent. En fait, quand on a ce type de discours centré sur la phobie, centré sur la peur, centré sur la monstration de l'autorité et centré sur en fait l'angoisse en réalité, les gens qui ont accès à la parole publique et qui parlent de cette manière-là, ils parlent d'eux-mêmes. À travers en fait la banlieue, à travers l'immigration, à travers la jeunesse, ils parlent de leurs propres angoisses et de leur propre rapport au monde. Ça, c'est vraiment important de le dire. Ils ne parlent pas de populations que par ailleurs ils ou elles ne connaissent pas ni ne fréquentent, des populations qui sont pas fréquentées par les personnes qui en parlent. Ça, c'est vraiment important de le dire, c'est-à-dire que ce discours-là, la première chose à dire, c'est qu'il parle pas de ces lieux-là, mais il dit des choses du champ médiatique et du champ politique. Un champ médiatique et un champ politique qui, fonctionne de plus en plus sur une vision court-termiste des choses. Où finalement, ce qui compte beaucoup plus que de défendre, une position argumentée et incarnée et informée surtout en fait par des connaissances, ce sont des positions qui visent à générer de l'émotion, du clic, des réactions de court terme. C'est la culture du clash entre guillemets qui s'est diffusée avec les réseaux sociaux, etc. Et là il y a une sorte de course permanente et qui fait que le champ médiatique et le champ politique a pris, au moins depuis 2005, c'est assez clair, l'objet banlieue, on va dire, comme un objet qui fait des élections et génère de l'argent, génère beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ça génère du clic, ça génère des controverses. C'est tellement caricatural que c'est même plus la question du réel, elle se pose même plus. C'est la question de l'outrance en fait. Et donc par rapport à ça, les deux autres positions évoquées, l'énergie, la question sociale, oui, c'est même pas faux, mais quand on est dans des oppositions un peu binaires, on manque un petit peu la réalité des choses. Ça, je pense, c'est la première chose qu'il faudrait dire. Alors maintenant, sur la réalité de ce qui se joue dans les quartiers populaires, on pourrait en parler longtemps, mais si on prend la question de la sécession, la question du ghetto et la question de la violence, on va dire que c'est les trois questions, les trois représentations principales. Là, on est vraiment sur des visions complètement erronées et déformées. Alors typiquement sur la question de la sécession et du ghetto, l'idée qu'on aurait c'est l'idée du communautarisme, une communauté qui vivrait à part, qui aurait ses propres normes, ses propres valeurs, en opposition à la société. Ça résiste pas du tout à l'analyse. Les quartiers populaires, ce sont des quartiers qui, contrairement à ce qu'on dit, sont hyper connectés au centre et au centre urbain. C'est pas des quartiers qui sont, à l'écart. Ils sont à l'écart physiquement, ils sont à l'écart au sens où c'est des quartiers qui sont stigmatisés, dans lesquels la plupart des personnes ne veulent pas vivre, mais la réalité des gens qui habitent dans les quartiers populaires, c'est en fait notamment dans le rapport au travail, de travailler dans les centres urbains et dans les centres, et notamment dans les métiers de service. Alors, on pourrait être très long là-dessus, mais on l'a extrêmement bien vu pendant la crise du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du Covid ? Les personnes il y a une sorte d'interdiction de circulation. Pourtant, l'exception, c'était les travailleurs et les travailleuses essentiels, en tout cas dits essentiels. Qu'est-ce qu'on a vu ? C'était majoritairement des personnes qui habitent dans les quartiers populaires. Toutes les femmes qui travaillent dans le Caire, qui s'occupent de l'entretien des bâtiments,
qui travaillent aussi. Alors, c'était un peu moins le cas pendant le Covid, mais les gardes d'enfants. Ce sont des femmes qui habitent dans les quartiers populaires. Tous les hommes qui travaillent dans la logistique. Alors là, on l'a vu pendant le Covid, parce qu'il y avait besoin d'envoyer des colis, d'empaqueter, etc. En fait, ces gens-là circulaient encore. Les éboueurs, par exemple, ou toutes les personnes qui travaillent en fait dans l'industrie. En fait, ce sont des personnes qui habitent dans les quartiers populaires. Je parle même pas des taxis, des Uber, les livraisons de tout type de choses, mais de nourriture notamment, quelque chose qui est de plus en plus et même en fait une question qui est aussi centrale quand on parle de quartier populaire, la question du commerce de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? On a eu la création de ce qu'on a appelé les Ubersheets, c'est-à-dire que la demande de drogue elle a pas diminué, voire il y a même plutôt des indices qui laissent penser qu'elle a augmenté, parce que les gens étaient un peu plus désœuvrés, en tout cas les gens qui ont les moyens financiers, matériels de consommer la drogue, et sans doute un peu plus aura besoin d'un peu plus d'échappatoire. Donc en fait là les points de deal et de vente n'étaient plus fixes, mais il y avait des circulations. Donc en fait les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, ce sont des personnes qui sont au service en fait en réalité du centre, et c'est pas des personnes qui vont travailler en bas de chez eux, parce qu'en fait ce sont des zones qui sont économiquement sinistrées, et donc l'économie locale elle est beaucoup moins développée, notamment l'économie de services légale que dans les centres urbains. Et pareil, dans n'importe quel magasin ou restaurant ou café des grands centres-villes, qui fait la plonge, qui sert, qui vous fait essayer des chaussures, qui travaille dans les magasins de vêtements, de prêt-à-porter, etc. C'est ces personnes qui habitent dans les quartiers populaires. Donc le premier truc de cette coupure, c'est absolument faux si on a une perspective un petit peu matérialiste, je dirais, et même en termes de ponction des ressources en fait. En réalité, même là, on voit que ce sont des zones qui sont c'est les hommes et les femmes en fait qui sont exploités, mais dans l'histoire en fait longue des quartiers populaires, avant les hommes et les femmes, ça a été les terres, hein, les zones où on a des banlieues populaires, c'est des zones qui ont longtemps aussi été des greniers à blé, à nourriture des centres urbains. Puis pour certaines zones, a été mentionné le livre qui s'appelle Grand Ensemble, que j'ai coécrit avec Jérôme Truc, qui porte sur la ville de Grigny. Par exemple, il faut savoir que la ville de Grigny, elle a été vidée au XIXe siècle de son sous-sol, et la pierre meulière de Grigny, c'est une pierre qui a permis, par exemple, au métro parisien d'être construit. Et maintenant, on a des grands trous qui ont donné lieu à des lacs, les plus grands lacs d'Île-de-France, mais c'est l'exploitation de la terre. Donc il y a déjà cette relation dynamique, organique, d'exploitation et en réalité de service, elle est permanente. Donc cette image du ghetto, elle est absolument fausse. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas des lieux où il y a une culture commune, auto-centrée, parce qu'en fait, ce sont des lieux qui sont hyper dynamiques. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. C'est-à-dire, les quartiers populaires sont des lieux en termes de démographie, en termes de flux, qui sont les lieux les plus dynamiques de France. Ce sont des lieux, où l'on arrive et d'où l'on part. C'est ça la structure des quartiers populaires. Et quand on regarde toutes les statistiques des quartiers, type politique de la ville, etc., on voit en fait qu'on a des dynamiques démographiques très très fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des quartiers qui sont très très jeunes. Mais la réalité de nos vies, c'est qu'on vieillit tous. Pourquoi ce sont des quartiers qui restent jeunes? Justement parce qu'on a des flux démographiques. C'est-à-dire, on arrive, on part, on arrive, on part. Donc ce sont des lieux qui font à la fois sas et qui font à la fois nas. Donc, et ça veut dire deux choses. Les gens qui partent, ce sont des gens qui, en gros, ont trouvé leur place dans la société et connaissent des petites trajectoires de mobilité sociale qui deviennent des mobilités résidentielles. Donc en fait, la réalité dans les quartiers populaires, c'est dès qu'on arrive un petit peu à se stabiliser économiquement et socialement, en fait, on part, parce que ce sont des lieux qui sont indésirable et présenté comme indésirable par les médias et une très grande partie de la classe politique. Donc il y a beaucoup de flux, et donc ça c'est la grande difficulté pour ces quartiers-là, c'est que les gens qui en gros s'en sortent quittent ces quartiers-là. Mais ces gens-là sont très nombreux.
Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on prend une ville, je reprends dans le livre Grand Ensemble qui porte sur Grigny, on a fait une enquête sur 10 ans. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on constate? Que plus de la moitié de la population est partie et a été remplacée. Donc c'est massif comme flux. Et ces personnes qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui ont trouvé leur place et qui ont des réelles trajectoires de mobilité sociale et des trajectoires qui sont, quand on voit les histoires familiales, les histoires migratoires, elles sont en fait spectaculaires. Mais ce mouvement-là, il est absolument pas médiatisé et absolument pas politisé. Et pourtant, il est très important et massif. C'est pour ça que cette rhétorique du clash des civilisations, de la guerre, elle est absolument folle et en décalage avec la réalité, qui fait qu'une très très grande partie de la population française, en fait, a grandi dans les quartiers populaires et se sent complètement, entre guillemets, intégré. Je sais pas, j'en veux pour preuve, si on prend le baromètre VSD, par exemple, des personnalités préférées des Français, qui est-ce qu'on va voir largement en tête chaque année? On va voir des gens comme, je sais pas, Jamel Debbouze, Omar Sy, Zinedine Zidane, Kylian Mbappé. Bon, alors là, c'est un peu le cliché justement de la banlieue dynamique, la diversité, etc. Mais c'est une réalité, et ça, c'est des personnalités qui sont absolument mainstream. Si on reprend la polémique qui sera complètement oubliée, qui était ridicule pendant sur la préparation de la cérémonie des Jeux Olympiques, où il y avait Aya Nakamura qui allait chanter, etc. Et alors ça illustre exactement ce que je suis en train de dire. Bon, en réalité, peu importe l'intérêt que vous pouvez avoir pour la musique de Aya Nakamura, c'est la chanteuse qui vend le plus de disques françaises. Donc il n'y a pas de débat en fait sur sa popularité. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire et sa popularité, elle dépasse largement les quartiers populaires. C'est pas un truc culturaliste, c'est pas un truc d'entre-soi. Et tout comme l'émergence du rap. Le rap issu des quartiers, c'est un phénomène musical qui est devenu majeur à partir de la fin des années 90, des groupes comme IAM ou NTM, c'était le fils Sarkozy, il écoutait NTM quoi. Donc on est quelque chose qui dépasse largement en fait les quartiers populaires. Quand on voit les plus grands vendeurs de rap aujourd'hui, c'est du niveau de la variété. C'est un genre musical qui a dépassé la variété française et en gros qui a ce statut-là aujourd'hui, et qui est écouté dans les campagnes, qui est écouté par des jeunes bourgeois, etc. Donc c'est très mainstream. Donc cette coupure, elle n'existe pas en réalité. Par contre, elle n'est pas, on n'en fait pas grand-chose en fait médiatiquement et politiquement. Tout comme si vous levez un peu la tête quand vous regardez tout un tas de métiers qui sont des métiers en gros de cadre moyen ou des métiers d'encadrement ou je sais pas, il suffit de prendre le train, de regarder qui va être contrôleur, chef de train, chef de gare, etc. Vous allez avoir beaucoup de personnes dont on dit qu'elles sont issues de l'immigration quoi. Donc c'est des gens qui ont grandi en quartier, qui ont fait des études et donc ça existe et c'est extrêmement massif. Donc en fait en réalité la banlieue elle se diffuse dans l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi en quartier populaire, qui achètent des petits pavillons, etc., qui vont vivre dans cette France. Alors, j'aime pas du tout cette expression, mais cette France dite périphérique. Bon, et d'ailleurs, on fait en général les oppositions entre ces territoires-là et les banlieues. Alors, encore une fois, elles sont connectées parce qu'en fait, l'accès à la propriété pour les gens qui ont grandi dans les quartiers, ça passe souvent par ce type de pavillon. Donc, tout ça est connecté et très diffus en fait en France. Et il y a aussi une réalité qui est très forte et donc c'est un peu cette image d'Épinal de la diversité et de la gagne en fait en réalité parce que c'est l'équipe de France de football, c'est là très récemment le PSG, c'est la banlieue d'ailleurs. C'est intéressant le PSG parce que c'est Paris, mais il y a plein de musiques de rap qui disent que voilà la Champions League c'est le 9-1, c'est le 9-2, c'est le 9-4, c'est le 9-3, donc il y a cette dimension de relation qui est en réalité très très forte et dont on ne parle pas. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que
que le phénomène qui est massif, c'est plein de petites mobilités qui sont statistiquement plus fortes. Vous avez plus de chances de devenir, je sais pas, contrôleur SNCF que avant-centre du Real de Madrid. Et c'est entre guillemets moins spectaculaire, mais c'est une réalité très très forte et qui fait qu'en fait la France, malgré tout ce qu'on dit, elle tient. Alors bon, c'est une question de savoir qu'est-ce qui fait que ça tient, pourquoi il y a ces mobilités, parce qu'il y a beaucoup de solidarité aussi dans ces quartiers, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de la transmission et de l'enveloppement, etc. Alors ça, on n'en parle pas du tout, c'est la question aussi des solidarités, de la main à la main, qui sont très très fortes dans ces quartiers. Il y a du tissu associatif aussi, mais de la place de l'État, en tout cas de la main gauche de l'État. Donc tout ça, on n'en parle pas, mais ça reste important et ça produit des effets en réalité en France. Donc il y a ça. Et puis sur la question de la violence, là aussi c'est intéressant. Effectivement, dans les quartiers populaires, ce sont des lieux où il y a une concentration en fait de tout un tas de violences fortes. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que alors, cette concentration de la violence, elle est liée à cette dynamique en fait structurelle. C'est-à-dire que pourquoi on a une concentration de tout un tas de formes de violence? Parce que plus le temps passe dans les quartiers populaires, plus les gens qui s'en sortent à peu près partent, sont remplacés par des gens qui arrivent, mais qui arrivent avec beaucoup plus de difficultés économiques et sociales. Donc, si vous regardez les chiffres dans les quartiers populaires qui sont liés à la précarité, qui sont liés aux différentes formes de violence, on va voir effectivement que dans le temps, ces chiffres augmentent. Donc la situation économique et sociale, objectivement, dans les quartiers populaires, elle se dégrade. Et c'est là où l'extrême droite, ou la droite, ou même une partie de la gauche, en réalité, en reprenant ces chiffres-là sans en comprendre la construction structurelle, vont dire, en vrai, ça s'empire, en gros, dans les quartiers populaires, parce qu'on a des gens qui sont contre nous, en gros, et qui sont violents culturellement ou de par leur religion, etc. Alors que en fait ces indicateurs s'empirent parce qu'on a ces flux. Parce que d'un côté vous avez des gens qui partent et de l'autre côté des gens qui arrivent et qui arrivent avec plus de difficultés. Donc tout ça crée en fait un contexte. Et donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les quartiers populaires, ce sont en France les lieux de l'accueil. Ce sont les lieux qui accueille les populations pauvres, les populations immigrées, dont les autres villes, les autres territoires, en réalité, ne veulent pas. Et donc cette conversation-là aussi, on l'a pas du tout, en fait, dans l'espace public. Donc, et un peu la double peine pour les quartiers populaires, c'est de faire ce travail en fait d'accueil et de tampon, et qui est vraiment un travail qui est fait et où il y a énormément aussi de choses pour le coup alors extrêmement positives, d'enveloppement, joyeuses et qui existent et qui sont pas médiatisées, mais ce travail-là en fait qui est en fait un travail républicain, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est l'accueil. Donc en fait, ces quartiers sont les piliers de la République. Mais on va les dépeindre comme le lieu de l'anti-république, alors que ce sont ces quartiers qui font le travail de la fraternité. Les quartiers les plus bourgeois, c'est des quartiers, si on regarde les dynamiques démographiques, c'est l'inverse en fait. C'est des lieux qui ne changent pas, c'est des lieux où les habitants et les habitantes se mobilisent pour qu'il n'y ait pas de transformation démographique. Et voilà, c'est les véritables ghettos, si on prend l'expression des Pinson Charlot, les ghettos du Gotha, les vrais ghettos, ce sont ces quartiers-là, c'est des quartiers où, pour y rentrer, le coût d'entrée est extrêmement fort. C'est des personnes qui vont se mobiliser et qui auront le capital pour se mobiliser, pour rester dans l'entre-soi. Donc le communautarisme, il est pas là. Et puis
la réalité aussi, ça c'est très très important de le dire, c'est que ce communautarisme, pourquoi il est fantasmé? Parce que les personnes qui en parlent ne connaissent pas en fait la réalité des quartiers populaires. Et la réalité aussi dans le quartier populaire, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement différents en fait les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a des vagues d'immigration très très différentes. Vous avez des rapports à l'emploi très très différents. Et donc c'est ce fantasme d'une communauté. On aurait des gens qui habiteraient tout le temps ensemble, les uns avec les autres, qui partageraient les mêmes croyances. La réalité de l'emploi du temps des personnes, c'est de travailler, de faire les 3-8, de tout le temps en circulation, de venir de pays assez différents. Pareil, ce truc de l'islam, il n'y a pas un islam, il y a des islams très très différents. Donc la réalité, c'est qu'on a des vies quand même qui sont assez cloisonnées, des trajectoires qui sont très très différentes. Et la seule chose en réalité que partagent vraiment les personnes qui habitent dans le quartier populaire, indépendamment du fait de bénéficier de peu de services publics et de vivre dans des conditions matérielles difficiles, c'est en fait d'être en permanence catégorisé, assigné et le fait qu'on parle de vous en fait en permanence dans les médias. Ça c'est terrible. Et ça c'est ce qui lie les habitants et les habitants des quartiers populaires entre eux. C'est ce que le sociologue états-unien Webb Dubois appelait la conscience dédoublée. Donc Webb Dubois, lui, il parlait de la conscience dédoublée pour caractériser l'expérience des Noirs aux États-Unis, notamment dans le contexte de la fin du 19e et du début du 20e. Et la conscience dédoublée, c'est le fait que, en fait, vous savez quand vous rencontrez quelqu'un, avant même que cette personne vous connaisse réellement et personnellement, que cette personne est déjà une image de vous-même. Parce que vous êtes un spectacle. Et vous êtes devenu un spectacle à destination de l'ensemble du corps social. Et donc vous êtes cette conscience dédoublée, vous savez que les personnes ont déjà des a priori, des idées sur vous. Et ça, quand on le vit pas, en fait, de l'intérieur, on se rend pas compte des dégâts, en fait, extrêmement profonds que ça cause, et notamment à l'âge de l'adolescence, quoi. Justement, je voulais qu'on parle particulièrement dans la deuxième question des jeunes hommes de banlieue populaire urbaine, parce que c'est un public que tu as beaucoup étudié. Tu dis dans tes travaux qu'ils partagent plusieurs vécus qui tiennent de l'expérience ordinaire. Sur 3 sujets principaux, je crois qu'on peut dire que c'est systématique. D'abord la question du racisme, qui croise pour une grande part la question du rapport à la police et des contrôles répétés de la police qui façonnent un certain rapport partagé à l'institution. Et puis après un rapport à l'école difficile, avec des profs et des élèves qui se comprennent pas parce qu'ils viennent aussi de milieux sociaux extrêmement différents. Et par ailleurs, si c'est pas peut-être aussi systématique, il y a d'autres expériences ordinaires, dans le sens que c'est des expériences qui touchent une partie importante des jeunes. D'abord la petite délinquance avec le trafic de drogue, les vols par exemple. Et puis ensuite l'expérience répétée de l'incarcération. Le passage par la prison qui s'est en fait banalisé pour une partie de cette jeunesse. Ce que je me demande, c'est à quel point ces expériences partagées, elles façonnent un certain rapport à l'État et aux différentes institutions comme prises comme un tout. Et je veux dire, celles relevant de la main gauche de l'État, donc au sens de Bourdieu, pour désigner l'école, les institutions du travail social, comme celles relevant de sa main droite, la politique répressive. Ou est-ce qu'il existe en fait quand même des visions différentes, cette main gauche, cette main droite? Ouais, il y a plusieurs questions dans la question. Alors, on peut peut-être traiter les choses dans l'ordre. Alors, si on commence par le rapport à l'école, ça c'est important parce qu'il y a aussi tout un discours sur il y aurait une culture anti-école, les jeunes seraient contre l'école, etc. Bon, là encore, c'est vraiment, enfin, c'est confondant de naïveté, de hors-sujet, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et en France en particulier, l'école, elle est vraiment au centre des préoccupations quand on est
quand on a grandi en fait dans un milieu populaire et quand on est issu de l'immigration. Je vais m'expliquer. En France, on est le pays de l'OCDE où votre position sociale est la plus étroitement corrélée au niveau de diplôme. Ça, c'est une particularité française. On est une société qui est très axée sur l'école et sur le diplôme, pour tout un tas de raisons, qui sont des raisons historiques, liées à la Troisième République, etc. Beaucoup plus que dans plein d'autres pays, qui ont aussi leurs propres inégalités, etc. Mais ça, c'est vraiment une particularité française. Ça veut dire que tout petit Français, petite Française, sait que le diplôme, ça compte. Ça, c'est une réalité statistique et objective très très forte. Par ailleurs, il y a eu effectivement une époque dans les années, on va dire 50, 60, jusqu'aux années 70, où vous pouviez grandir dans un milieu populaire et vouloir rester dans un milieu populaire et d'une certaine manière vous opposer à ce que disait l'école pour rester dans le milieu populaire. Ça a existé, c'était une réalité. Et à l'époque, il y a notamment un anthropologue qui s'appelle Willis, qui avait travaillé en Angleterre, qui avait parlé de la culture anti-école, des gars ouvriers anglais et qui en gros faisaient tout pour saboter les cours, etc. Parce qu'en fait, ces jeunes se projetaient dans la culture ouvrière. Mais ça, c'était une époque où se projeter dans la culture ouvrière, ça vous donnait une place. Ça vous donnait une place parce que il y avait de la fierté, il y avait la fierté d'appartenir au milieu ouvrier, parce que c'était une autre époque en fait historique et rester ouvrier, ça vous donnait de la fierté, de la joie, une place et ça permettait d'entretenir des relations. Mais c'est pas un truc qui existe aussi toujours dans certains milieux populaires, mais pas urbains avec des jeunes issus de l'immigration. Je pense au livre de Benoît Coquart, là, Ceux qui restent, où j'ai l'impression que cette culture anti-école, elle existe encore, elle est même valorisée avec derrière le fait de pas avoir du tout de honte et même au-delà du fait de pas avoir de honte, en fait, une certaine fierté, tu vois, à rester travailler dans des boulots voilà, du coin, qui sont aussi beaucoup de boulots manuels, etc. Oui, alors... Après, toi, tu parles des banlieues populaires urbaines, c'est ce que tu as étudié, mais enfin, ça me faisait penser à ça, là, en t'écoutant. Oui, alors, je vais revenir sur le livre de Benoît, parce qu'en fait, il y a, dans son livre, ce qui montre bien, c'est que c'est le rapport au localisme qui est assez différent. C'est-à-dire que, mais ça passe pas forcément par une opposition frontale à l'école. Et d'ailleurs, quand on regarde les personnes qui sont présentes dans le livre de Benoît Coquart, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait des études, enfin que certains qualifieraient de petites études, mais qui sont des études en fait, et notamment les femmes. Il y a le truc assez classique quand même, c'est d'avoir fait d'avoir un BTS, etc. Et ça, c'est quand même un rapport à l'école, à la lecture, etc. Et l'école va pas forcément être dénigrée en soi, mais il y a cette idée que il y a de la valeur dans l'endroit dans lequel on vit et qu'on peut cultiver cette valeur-là en restant sur place et qu'évidemment cette valeur-là elle ne passe pas que par l'école, elle passe aussi par les réseaux en fait de respectabilité locale, etc. et par l'entraide au niveau local et que ça c'est pas l'école en fait qui va, mais c'est pas forcément dans l'opposition à l'école, ça se joue pas exactement comme ça parce qu'en fait en réalité en France entre guillemets tout le monde veut avoir des bonnes notes quoi. Ça c'est vraiment ce que je montre dans mes enquêtes. Et donc il y a ce côté qui est lié à la question, on va dire sociale, c'est-à-dire que l'avenir parmi les classes populaires, c'est plus véritablement perçu comme un avenir souhaitable. Ça veut pas forcément dire qu'il est stigmatisé, hein. Ça c'est important. C'est-à-dire que ce soit dans les campagnes en déclin, pour reprendre l'expression de Benoît Coquart, ou même en banlieue, c'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler dans la logistique, ou enfin qui aura un travail ouvrier, on va pas rire de lui. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite, et c'est pas ce qu'on souhaite pour ses enfants. Et ça c'est et les gens cherchent quand même à échapper à ces métiers. Est-ce que c'est des métiers durs, pénibles, qui sont mal payés? Enfin, c'est tout ça en fait, la réalité. Donc il y a ce souhait-là et qui est d'autant plus fort aussi.
Et là, c'est différent en fait de l'enquête de Benoît Coquart. C'est le rapport à la migration en fait. C'est-à-dire que quand il y a une trajectoire migratoire dans la trajectoire familiale, il y a une forme de déracinement. Il y a des souffrances qui sont liées au déplacement. Et il y a vraiment cette idée très très forte. Et ça a été très bien montré par un sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad, qui a montré que en fait l'idée c'est qu'on s'est arraché à son pays et que ce sont ses enfants qui vont valider en fait la dynastie familiale. Et donc on a souffert du déracinement, on a souffert du racisme, on a souffert de conditions matérielles difficiles, très souvent d'ailleurs dans des familles qui ont des petits capitaux. Donc ça, je le montre aussi dans mes enquêtes. On peut pas parler de l'immigration comme ça. En fait, les gens ont une vie en fait avant et ont une vie là-bas entre guillemets quand ils arrivent ici. Et c'est aussi cette vie-là qui est importée, qui permet à tout un tas de choses d'exister. Mais en fait, on souhaite que ces enfants ne soient pas en fait ouvriers, car il y a le fantasme d'être médecin, etc. Et donc il y a un investissement implicite dans l'école qui est extrêmement important. Ça faut vraiment le dire. Par contre, très souvent, pas forcément avec les armes, pour que ça puisse marcher avec l'école, avec le capital, social, économique ou culturel. Et donc, et ça c'est dur. On sait que ça compte beaucoup, mais on n'a pas forcément, tous les atouts. Et donc, dans cette opposition très très forte qu'il peut y avoir à l'école et qui se manifeste par de la violence et par, moi je préfère parler d'amour et conduit. C'est beaucoup plus ça. C'est pas une culture anti-école. C'est en fait, et l'amour et conduit, on va être clair, c'est de la violence et c'est problématique. Mais en gros, c'est l'objet du désir à la fois inassouvi et inatteignable qui va produire des réactions qui sont d'ailleurs d'autant plus violentes que c'était le truc que l'on voulait. Et ça, alors je dis ça comme ça, c'est pas un truc que je dis de manière comme ça, non étayée. Ce dont je parle, je peux le prouver, c'est en faisant toutes ces enquêtes, par exemple, notamment sur ces garçons qui ont eu ce rapport très difficile à l'école, qui ont été maintes fois en prison, qui sont restés longtemps dans la délinquance. Quand on prend le temps d'être avec eux, de les entendre, de les écouter, de passer du temps aussi avec ces personnes-là, c'est ce qui réémerge. C'est-à-dire que dans les entretiens, ces jeunes-là, et donc je parle vraiment de jeunes qui ont quitté l'école à 16 ans, qui ont fait plusieurs fois de la prison et qui ont des dossiers scolaires terribles. Ils vont revenir déjà sur des moments très heureux dans le rapport à l'école. Il y a toujours cet exemple de cette prof ou ce prof. Je me souviens, j'adorais faire des rédactions à l'époque, j'adorais écrire avec cette prof-là parce qu'elle me comprenait. Donc ça, et je vous parle de gens qui ont aujourd'hui maintenant 25, 30 ans et qui ont ces souvenirs-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir quand ces jeunes-là deviennent parents, en fait. Et quand ils deviennent parents, ils réinvestissent l'école de manière extrêmement puissante. Ils sont extrêmement encadrants vis-à-vis de leurs propres enfants, justement parce qu'ils ont toutes ces expériences négatives. Et en général, ça produit, entre guillemets, des carrières scolaires assez réussi entre guillemets parce qu'il y a en fait une forme de surinvestissement. Il y a quand même une expérience aussi de l'école et donc des choses à faire ou à ne pas faire. Donc bon, ça c'était juste sur la question de l'école, mais il y a un investissement qui est fort, mais qui est souvent malheureux en fait. Et donc ça produit en fait la violence. Donc ça c'est important, mais ça produit aussi, je vais pas le détailler là, aussi beaucoup de trajectoires en fait où les choses se mettent en place et donc on a vraiment et c'est ça la difficulté, est-ce qu'on a une masse de personnes qui voudraient réussir à travers l'école, mais l'école et notamment l'école française, c'est une école qui sélectionne et qui trie en fait et qui produit en fait de la catégorisation et des verdicts en permanence. Et donc on a mais c'est valable un peu partout, mais ça n'a peut-être pas les mêmes effets en banlieue que ailleurs. Une population qui est comme ça classée entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas et qui auraient vraiment voulu réussir. Alors sur la question du rapport à la délinquance, oui, ce qu'il faut voir, c'est que
tous les jeunes garçons de milieu populaire non blancs et qui portent des capuches, des survêtements ne sont pas des dealers de drogue. Voilà, bon, il faut le dire comme ça, c'est dit. En même temps, effectivement, ce sont des lieux où il y a des points de vente et où il y a de l'argent en fait à se faire. Et donc, pour un certain nombre de jeunes, il y a une expérience de passage qui est relativement commune. Voilà, on va dire comme ça, d'avoir comment dire un moment de passage dans la petite délinquance. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait observer. Alors, par contre, ce qui est vraiment important à dire, c'est que la norme, c'est que c'est un passage. En fait, c'est un passage en général assez bref. Et donc, la réalité, c'est que quand on est dans la petite délinquance, on rentre, mais on va en ressortir. Ça, c'est la majorité des trajectoires. Parce que donc moi j'ai travaillé sur les deux types de trajectoires, cette trajectoire-là un peu ordinaire, on va dire, et les trajectoires plus extraordinaires qui est de rester longtemps dans le deal, dans le business, etc. Et ça produit tout à fait autre chose. Donc là, on parle d'une minorité dans la minorité, mais effectivement, ça produit un autre rapport, comment dire, à l'illégalité, à la clandestinité, à la mort, à l'estime de soi, enfin, et surtout à la haine de soi, en fait, en réalité. Mais ça, en fait, on parle d'une minorité de personnes. Mais c'est vrai que pour une autre partie de la population, il peut y avoir ces moments d'entrée et de sortie. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à pourquoi on rentrait, pourquoi on sortait, parce qu'en fait, c'est un peu la question majoritaire. Et ça, voilà, ça s'explique. Mais pour en revenir sur avec la question de il y a des choses qui sont transformées avec notamment les transformations des politiques pénales et carcérales, parce qu'en fait, maintenant, pour le dire un peu vite, on incarcère beaucoup plus vite avec des peines beaucoup plus rapides. On refait. Parce que maintenant, on incarcère beaucoup plus souvent avec des peines de plus en plus courtes, et de plus en plus répétées. Et ça change beaucoup de choses et pas dans le bon sens. C'est-à-dire que il y a un peu ce discours comme ça de démonstration depuis l'extérieur, l'autoritarisme, etc. Faut mettre les jeunes en prison, etc. Sauf que quand vous mettez les jeunes de plus en plus tôt en prison pour des peines de plus en plus courtes et qui vont se répéter, justement, s'il y avait quelque chose entre guillemets de l'ordre de la rupture biographique dans la peine d'incarcération, c'est quand on a des peines, un peu plus différées, plus longues, et bon, évidemment à chaque fois où il y a un processus d'accompagnement, ce qui est rarement le cas, mais qui permet aussi de penser à la remédiation et à la réinsertion. Mais ça produit des ruptures biographiques, ça permet aux individus un petit peu de réfléchir en fait à ce qu'ils veulent, en tout cas à ce qu'ils pourraient espérer dans leur vie après. Mais quand on a ces allers-retours de plus en plus fréquents, ça crée une sorte de confusion entre le dedans et le dehors. Il n'y a même plus vraiment de différence, surtout qu'on a de plus en plus de personnes en prison. Et donc quand vous êtes en prison, en fait, vous êtes avec des personnes qui sont encore en fait entre guillemets dans le business et qui peuvent le gérer de l'extérieur, etc. Donc ça, il n'y a plus du tout cette dimension en fait de coupure. Et ça produit très très jeune des espèces de confusion et en termes de socialisation, en fait, on n'en sort pas pour le coup, et de moins en moins. Et ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles et qu'on peut observer. Et donc, contrairement à l'idée qu'on va vendre en fait politiquement ou médiatiquement en disant voilà, on extrait les jeunes d'eux, non, on entretient une forme d'entre-soi qui est pour certains garçons assez problématique, parce que du coup, et ça il faut le comprendre aussi, c'est que sortir de la petite délinquance, ça a toujours un coût en fait social et économique. Et ce type de contexte rend ces coûts-là, pour le dire vite, plus élevés. Et donc c'est pas du tout ce qu'on espère en tant que société, mais c'est ce que produit en tout cas ce type de mesures.
Mais voilà, j'insiste, la réalité quand même du rapport à cette économie illégale, c'est que c'est un passage et que vous avez très peu de personnes qui s'établissent parce que de toute façon, c'est une économie qui est très risquée et qui est et où en fait les gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent ils sont tout en haut et ils sont pas nombreux. En fait, c'est une économie très capitaliste et très voilà. Durer et gagner de l'argent durablement, en fait, c'est pas quelque chose en fait de très normal. Donc ça, c'était sur cette question-là. Alors après, il y a la question du rapport à la police, mais c'est peut-être aussi une autre ouais, question. C'est la prochaine question en effet. Mais c'est intéressant de t'entendre parce qu'en fait c'est quand même un argument supplémentaire, je trouve, face au discours qu'on entend aujourd'hui dans la bouche de nos ministres sur la justice des mineurs et l'importance d'envoyer, en tout cas qui présente comme tel, d'envoyer les gamins en prison de plus en plus. Mais ça, c'est sûr que quand tu regardes, quand tu passes quelques heures en compas immédiate dans un tribunal aujourd'hui, tu vois déjà à quel point les profils, c'est pas encore des mineurs, mais en fait les jeunes, ils sont super jeunes quoi, et ils prennent des peines. Mais ça, les statistiques, de toute façon, même du ministère de la Justice le montrent bien, qu'en fait c'est surtout en maison d'arrêt que y a de la surpopulation carcérale et c'est surtout des courtes peines et c'est le cas de plus en plus depuis des années quoi. Oui, et puis alors une peine qui n'est pas accompagnée d'un accompagnement. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait là il y a vraiment une caricature dans le débat public sur en gros soit on joue l'autorité et on punit, mais avec une vision ultra paternaliste et masculiniste de ce que c'est que l'éducation. C'est-à-dire, c'est en gros le ministre, un homme blanc, bon père de famille, voilà, si mon enfant déconne, je le punis. Bon, d'ailleurs, quand on voit ce que deviennent certains enfants de ministres et dans leur rapport à la peine et la justice et à la manière dont parfois ils peuvent être protégés par leurs propres parents, ça, on pourrait questionner aussi cette mise en scène. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est pas ça l'éducation. Ça, c'est pas, enfin, je dirais une peine comme ça, elle n'a aucune performativité éducative. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la peine ait un sens, il faut qu'elle soit aussi accompagnée en fait d'une remédiation, et ça, c'est valable pour tout type de peine. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la base. Si on s'intéresse là plutôt aux questions éducatives, de transmission, et il y a des gens qui font ce travail-là dans les quartiers, mais c'est un travail qui n'est pas reconnu, qui est très mal payé et qui est vraiment essentiel. Qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, si les jeunes dans ce contexte-là arrivent à sortir de l'attractivité pour ce genre de trafic et arrivent à trouver des voies alternatives, c'est vraiment parce qu'il y a ce travail d'enveloppement éducatif qui est très très fort et qui existe. Mais il est absolument pas valorisé, il est déconsidéré et pas mis en musique avec la question de la peine. Et ça c'est quand même un problème. Et d'ailleurs, dans le rapport à la police, parce qu'en fait, il y a la justice, mais il y a la police, cette idée tout le temps de vouloir montrer les muscles, etc., de faire des opérations comme ça. Là encore, du point de vue du travail, et là, je pense qu'il faut le dire comme vraiment très clairement, c'est que la police et les policiers et policières, mais c'est beaucoup plus des hommes que des femmes, sont aussi pris en otage en fait par le champ médiatique et par le champ politique, parce que le travail de polissage dans les quartiers populaires qui est absurde, aberrant, violent et dramatique pour les habitants et les habitantes, mais en fait aussi au fond pour les policiers, parce que les policiers savent très bien que c'est pas du boulot en fait qu'ils font quand on discute avec eux, en tout cas en off, parce que typiquement le fait d'avoir des raids comme ça, policiers en permanence, avec des contrôles d'identité, de plus avoir de police de proximité, tout ça, c'est vraiment, quand on fait ça, alors, on n'est pas au service de la population, alors que la police est un service public, on n'est plus du tout dans cette logique-là, quand tout le monde devient contrôlable, et tout le monde est soupçonnable,
Ça n'existe pas en fait dans d'autres endroits de l'espace social. Hein. Ça, faut quand même le dire. Et donc, déjà en soi, c'est une discrimination par rapport au rapport à la police en tant que service public. Et puis surtout, ça permet absolument pas de lutter contre le trafic de drogue. Mais absolument pas. C'est-à-dire que si vous voulez lutter efficacement contre le trafic de drogue, il faut faire des enquêtes. Il faut faire un travail patient. Il faut faire un travail, où il y a de la discrétion. Il faut connaître la population. On a beaucoup glosé sur, notamment les différents ministres en disant oui, la police de proximité, en gros, c'est des policiers qui jouent au foot avec les gamins, ils font. Non, c'est la police de proximité, c'est aussi connaître la population. Alors connaître la population, déjà, ça permet aussi d'être à son service, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, sont des lieux où il y a une concentration de violence économique et sociale, etc. Donc, ça veut dire qu'on a besoin, en réalité, du service public de protection des personnes, ce qui est la police, parce qu'il y a des situations violentes qui nécessiteraient en fait une intervention des pouvoirs publics. Mais quand vous connaissez pas la réalité des situations de violence, en fait, ce service-là, il n'est pas accessible pour les personnes et notamment pour les femmes. Et donc ça, il y a vraiment un inaccès au droit et au droit commun qui n'est pas républicain. Et donc ça, c'est une réalité. Mais même par rapport au trafic de drogue, c'est-à-dire que quand vous avez ces raids policiers en permanence, ou en gros, pour un policier qui connaît pas le quartier, dès que vous êtes, vous avez la peau un peu foncée, que vous êtes jeune et que vous avez un scooter capuche, vous êtes potentiellement un dealer. C'est tous les jeunes garçons dans l'espace public. Ça, c'est extrêmement problématique parce que vous pouvez pas démanteler, en fait. Si tout le monde est coupable, en fait, plus personne ne l'est. Et donc, la police de proximité, c'est aussi pouvoir faire la différence, pouvoir s'appuyer aussi sur les personnes parce qu'en fait, pareil, dans ce truc du communautarisme, les premières victimes des trafics de drogue, notamment, etc., c'est les habitants et les habitantes. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui font du profit, mais sur aussi le dos des habitants et des habitantes qui, oui, c'est l'espace public qui est monopolisé, c'est des armes qui circulent, c'est des produits illégaux qui sont cachés dans votre bâtiment, c'est certains trafiquants et trafiquantes qui sont violents vis-à-vis des voisins, etc. Enfin, c'est donc les victimes. Pour le coup, c'est pas les consommateurs de drogue qui, eux, bénéficient du service sans avoir les nuisances. Et puis, il y a aussi une violence, parce que ça, il faut en parler. Ce trafic, il existe parce qu'il y a de la consommation. Et la consommation, ce sont des personnes qui n'habitent pas dans le quartier, qui ont des moyens financiers et qui viennent, on revient à cette logique de service, dans les quartiers, se servir. Et il y a aussi quelque chose d'assez violent, en fait, socialement et structurellement, quand vous habitez dans un quartier, vous voyez des gens qui arrivent, ça se voit, en fait, dans les corps et voilà, qui viennent se servir en drogue et qui dépensent leur argent et qui repartent, en fait. Ça dit quoi, en fait, du lieu dans lequel vous habitez, quand vous voyez ce manège économique qui est important? Et donc, quand on fait comme ça des politiques de pilonnage, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on déplace le trafic. C'est que le trafic va se déplacer de tour en tour, parce qu'au bout d'un moment, si une tour a été suffisamment pilonnée, les gens se déplacent, mais vous ne vous attaquez pas à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est les réseaux. C'est les réseaux de distribution, c'est monter jusqu'en haut. Parce qu'en fait, la réalité des jeunes qui ont un petit moment de passage dans la délinquance, c'est du flux continu, en fait. Vous avez des jeunes qui, à un petit moment, ils vont dealer un petit peu, puis après, ils arrêtent. Alors, très souvent, ils se mettent en couple, etc. C'est des parcours assez classiques, en fait. Mais comme il y a ce flux, c'est ce qui permet en fait au niveau de la rue d'avoir en permanence ce trafic et ces jeunes qui sont exploités en fait par d'autres personnes qui d'ailleurs en général n'habitent plus dans les quartiers, etc., etc. Donc là aussi il y a ce truc de l'extraction, mais ce travail policier, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On montre les muscles à destination de qui? Pas à destination des habitants des quartiers populaires. Et c'est là on voit la question de la spectacle
particularisation en fait des quartiers, en quoi ces quartiers sont devenus des objets politiques. En fait, ce genre de politiques, elles sont faites à destination des personnes qui vivent à l'extérieur des quartiers populaires, qui sont abreuvées d'images de violence, etc. Donc qui se disent il faut faire quelque chose, il faut mettre ces gens-là en prison, et ce sont des gens qui votent. Enfin, en tout cas, la perception, elle est faite de cette manière-là. Donc, en fait, on a une instrumentalisation de la politique publique et de la police à destination de personnes qui n'habitent pas dans les quartiers, et des politiques policières qui sont très problématiques en fait, parce qu'en fait, voilà, pour revenir sur ce que je disais, elles ne servent pas la population. Et ça, c'est la police et un policier quand il s'engage dans le métier, c'est pour être au service d'eux et des personnes qui sont violentées. Et puis deux, elles ne permettent absolument pas de démanteler les trafics. C'est bien que tu aies parlé déjà pas mal du rapport police et quartier, parce que pour développer un peu au-delà de ce qui est déjà beaucoup dit sur en effet l'humiliation quotidienne, ses effets, les meurtres de certains jeunes, les révoltes qui s'en suivent, le racisme systémique de la police, tout ça. J'avais envie de poser une question un peu plus précise pour que aussi on puisse avancer un peu, parce que j'ai encore beaucoup de questions sur le rapport police-jeune homme. T'en parles dans Grands Ensembles et ça m'a beaucoup intéressée. C'est la question du virilisme, où dans l'imaginaire collectif, les jeunes de banlieue sont dépeints assez facilement avec des codes virilistes, mais on regarde pas forcément la même chose du côté de la police, et on présente ces jeunes et les policiers comme des ennemis que tout oppose, alors qu'en fait il y a un certain rapport à la masculinité qui est partagé. Et du coup, je me demandais, voilà, comment penser le virilisme dans la montée en tension entre la police et ces jeunes. Oui, alors encore une fois, et quand on fait des enquêtes et qu'on prend le temps, on n'est pas dans des pensées binaires, donc c'est pas le virilisme contre le racisme ou la question des discriminations, mais cette question du virilisme, elle est centrale en fait, parce d'ailleurs on dit souvent le rapport police-population. En fait, dans les moments de tension et de violence qui sont fortes, c'est policier-garçon. C'est comme ça que ça se passe. Et alors ça, c'est un peu un vieux truc de la sociologie. Un sociologue qui s'appelle Zimmel qui expliquait que en fait, quand il y a des conflits très très forts, en fait, un conflit est d'autant plus fort que les gens se battent pour quelque chose qu'ils partagent en commun. Voilà, ça peut être des croyances, un territoire, enfin voilà, on a moult exemples contemporains, mais un conflit, il est très fort et très violent, et la violence, c'est une sorte de monstration de l'opposition, mais c'est plus qu'une opposition, c'est qu'il y a quelque chose qui est partagé, il y a une compétition en réalité sur ce qui est partagé. Un conflit fort, c'est ça. Et quelque chose qui lie effectivement ces jeunes garçons et comment dire, les policiers, c'est la monstration de la virilité dans l'espace public. Et donc, ça, c'est quelque chose qui les met en conflit et qu'ils partagent très fortement. Alors, je le dis comme ça, et j'insiste à chaque fois, ce que je dis, c'est éprouvé hein, à l'aune d'enquête, etc. Mais je peux donner quelques petits exemples qui permettent de montrer les choses. Alors notamment dans un commissariat, dans le livre Grand Ensemble, on montre. Je vais avec Jérôme dans le commissariat de Grigny, et qu'est-ce qu'on voit dans la salle d'attente, entre guillemets, un policier. Il y a une photo d'un policier qui est en train de faire une roue arrière sur une autoroute, donc un wheeling, et puis c'est imprimé en couleur, scotché, donc c'est un truc qu'on va montrer, quoi. C'est un truc de fierté, etc. Le wheeling, c'est exactement une des raisons pour lesquelles les jeunes vont se faire courser par des policiers en moto, etc. Et donc c'est quelque chose qu'ils partagent. Et d'ailleurs, dans les activités de remédiation entre policiers et jeunes, l'activité qui marche le mieux, c'est l'activité permis de conduire, moto, parce qu'il y a quelque chose où en fait là il y a une forme de point commun. Même chose dans le rapport à la musculation, ça c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé dans le bouquin, etc. Et donc là il y a une forme aussi de compétition virile
vis-à-vis de sa place dans l'espace public, mais avec des choses aussi qui deviennent parfois délirantes dans les affrontements. Où, par exemple, on montre parfois il y a des choses qu'on appelle les one-one. Voilà, vous avez un policier qui va se mettre seul contre un jeune, mais là on n'est plus dans le droit commun, là on n'est plus du tout dans le. Alors je dis pas que c'est, je veux pas faire de, mais ça c'est des choses qu'on a vues. Je dis pas que c'est un cas général, je mets pas toute la police, mais cette dimension-là, elle est extrêmement forte. Et quand on regarde cette question-là, c'est intéressant de voir aussi quelle est la place des femmes en fait dans cette histoire-là, parce que effectivement pour les femmes il y a un peu là une double peine. Donc quand je dis les femmes, les habitantes des quartiers, ce sont des sœurs d'eux, des cousines d'eux, des amies d'eux, des petites amies d'eux, des mères d'eux. Donc déjà pour les femmes, quand la police arrive dans le quartier, elles ont toujours peur pour leurs hommes. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, la police, en fait, quand la police arrive, elle fait peur. Donc, il y a tout un tas de travail, notamment des mères vis-à-vis de leurs fils, d'enveloppement vis-à-vis de quand la police arrive, etc., se protéger contre la police. Donc, on a peur de la police. En même temps, la question des violences de genre, elle reste très très forte. Et ça, c'est pas propre à la banlieue, c'est dans tous les quartiers. Bon, on sait aujourd'hui que c'est compliqué, notamment pour une femme quand elle a été violentée par son mari ou son conjoint, de porter plainte, d'avoir un recours à la police. Hein, voilà, on a beaucoup de femmes issues de milieux bourgeois et qui ont du capital social et culturel qui en parlent très bien aujourd'hui dans les médias et qui parlent de cette difficulté. Bon quand on est dans d'autres espaces, comme dans les espaces, des quartiers populaires, où il n'y a pas ce capital, et en plus, en fait, la police, on va pas aller voir la police, parce que la police, de toute façon, a fait peur, il faut se protéger sans la police, ça rajoute, en fait, une difficulté, et là, ça pose quand même des questions très très importantes dans le rapport au droit commun. Et donc on voit que les femmes elles sont prises entre deux feux, c'est-à-dire qu'elles vont se battre pour faire reconnaître le droit de leurs hommes vis-à-vis de la police, et elles sont très très importantes et influentes dans le milieu associatif, parce que les femmes elles prennent soin, et au sens de care, au sens anglais, elles prennent soin du quartier, elles prennent soin des hommes aussi parce qu'elles ont des dispositions alors qui ont été forgées par la socialisation genrée, etc. Tout ça c'est pas naturel, hein. Et donc on a beaucoup de femmes aussi qui se mobilisent donc face aux violences policières notamment, et donc quand il y a des hommes qui meurent après une intervention policière, très souvent les personnes qu'on va voir en tête de front, ça va être la sœur, la mère, qui vont prendre la parole et qui vont savoir en fait aussi transformer des morts violentes, absurdes, dramatiques en causes politiques, parce qu'en fait il y a ce travail d'encadrement, d'enveloppement assez féminin qui est fait en permanence au quotidien pour se protéger alors de la police extérieure, mais aussi il y a tout le travail des femmes entre elles. Enfin, tout ça est lié, hein. On le développe beaucoup dans le bouquin, mais pour se protéger aussi des hommes, de leurs propres hommes. Et donc il y a tout un travail aussi de sororité qui passe beaucoup par le rapport au foyer, le rapport à l'auto-organisation dans l'emploi du temps, etc. Donc on a vraiment des femmes qui prennent place et qui doivent faire face à ce virilisme et cette virilité. Et donc du coup, pour les femmes, c'est aussi trouver des espaces pour pouvoir en fait, à la fois prendre soin, mais s'émanciper entre guillemets. Alors, je suis pas sûr d'aimer ce mot-là, mais en tout cas, faire front et faire face à tout un tas de difficultés et trouver aussi leur propre voie. Et de ce point de vue-là, parce que l'espace public est en grande partie monopolisé par cette opposition viriliste, parce que on peut revenir sur l'histoire du winning.
C'est quoi quand vous avez des courses-poursuites de motos et de voitures entre des policiers? C'est du bruit dans l'espace public, c'est du danger pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes qui pourraient bénéficier de l'espace public, et c'est un problème. Et donc cette question du virilisme, je pense qu'elle est importante à poser, parce que c'est pas que la question de la police aussi, c'est-à-dire la place que prennent les hommes dans l'espace public au détriment des femmes et des enfants, c'est un réel problème. Et donc penser voilà, cette question-là aussi sous le prisme du virilisme, elle est importante, et elle permet aussi de voir, enfin, moi c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, c'est d'arriver à montrer des choses dont on parle pas ou peu. Et notamment, voilà, cette capacité des femmes dans les quartiers populaires à faire et à défaire tout un tas de logiques, elle est en fait assez prodigieuse, elle est assez, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de femmes porte-parole, entre guillemets, issues des quartiers, et qui ont une parole publique forte, très très forte, mais parce qu'elle est nourrie en fait de ces expériences-là, de ces expériences de résistance ordinaire, qui sont en fait des expériences politiques. Qui sont assez mal transformés dans le champ politique, parce que ça passe pas par les canaux un peu institutionnels et habituels de la politique, mais c'est vraiment en fait un travail de politique où les femmes en fait sont absolument centrales et très très importantes. Je pouvais pas te recevoir sans parler d'islam qui traverse quand même tes travaux. L'islam, tout le monde le voit, c'est une marotte politique qui est remise régulièrement sur la table par des hommes et des femmes politiques, surtout à droite et à l'extrême droite, parce que c'est vu comme une manière d'augmenter leur popularité. Les propositions, elles vont toujours plus loin. Là, dernièrement, on parle d'interdire aux mineurs le port du voile dans l'espace public, ce qui est extrêmement fou en termes de liberté, tout simplement, hein, liberté de religieuse et liberté d'expression. Et tous ces discours nourrissent évidemment l'islamophobie, nourrissent des discriminations ordinaires. Mais ce qui me fait de plus en plus peur, c'est que ça nourrit aussi une forme de sentiment de légitimité de l'extrême droite, de groupuscules d'extrême droite, à attaquer des lieux de culte et des croyants. Ce qu'on a vu particulièrement s'intensifier en termes d'actes au moment de l'échéance électorale de juin 2024, où l'extrême droite a vu le Rassemblement national arriver au pouvoir, mais qui continue en fait depuis, avec ce qu'on peut voir comme un peu l'apogée de ce mouvement, c'est l'assassinat dernièrement d'Aboubacar Cissé, qui finalement n'a même pas été reconnu d'ailleurs dans la majorité des discours qu'on a pu entendre comme une attaque terroriste de l'extrême droite, ce qui est extrêmement préoccupant aussi. Toi, dans tes travaux sur l'islam, c'est intéressant, tu parles de recours à l'islam. D'abord, je voulais que tu puisses expliciter un peu quelle fonction elle occupe, cette religion, dans ces quartiers populaires urbains. Et au-delà aussi, quels effets l'islamophobie ambiante qui va jusqu'aux attentats elle a sur ces musulmans de ces quartiers-là. Est-ce qu'il y a des effets, je sais pas, sur les nouvelles conversions, sur un raidissement religieux, enfin voilà. Oui, bah là encore une fois, il faut vraiment sortir des généralités et des discours hors sol qui sont la norme sur ces questions-là. Donc, premier point, l'islam avec un grand L et un grand I ou un petit I, je sais pas. Enfin, en tout cas, l'idée qui est comme ça dans les quartiers, une religion comme ça monolithique et uniforme. Bon, ça c'est complètement faux. C'est-à-dire que quand vous regardez la réalité du rapport individuel à cette religion, en fait c'est comme dans toutes les religions. C'est quoi une religion? C'est déjà une exégèse en fait. On lit des textes, on les interprète différemment en fonction de sa trajectoire, etc. Donc il n'y a pas l'islam dans les quartiers. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs assez intéressant et même souvent réjouissant, c'est que quand vous voyez des personnes dans les quartiers qui sont musulmanes, il y a beaucoup de débats autour de c'est quoi en fait l'islam, mais je dirais comme dans toute religion, mais ça c'est la réalité. Et en fait on a des pratiques et des rapports à la spiritualité extrêmement différentes, vraiment très très différentes. Et déjà
ce truc du communautarisme viserait à laisser penser qu'il y aurait un islam, il y aurait l'islam. Mais je prends juste deux lignes de fracture assez importantes. La ligne de fracture générationnelle. En gros, très souvent dans une même famille, l'islam des parents et l'islam des enfants, c'est pas du tout le même. Mais pas du tout le même, parce qu'en fait, les parents et les enfants vont pas lire les mêmes textes, ont pas le même rapport à leur éducation religieuse n'a pas du tout été la même, et ils vont pas chercher. En fait, une religion, c'est une manière d'aller chercher des réponses à des problèmes en fait très concrets, et ils ont pas exactement les mêmes problèmes. Donc ils vont pas chercher les mêmes questions. Et donc il y a très souvent des oppositions. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'oppositions entre et qui se font sous un mode, pas du tout dramatique entre des parents et des enfants. Ben non, parce que c'est des oppositions très claires sur ce qu'aurait dit le prophète ou ce qu'il faudrait faire, etc. Et donc ils se font de manière complètement entre guillemets ordinaire. Mais ça c'est la réalité. En fait, c'est plein de micro-oppositions et donc il n'y a pas un islam. Et de même, il faut quand même insister, dans les quartiers populaires, ce sont des personnes qui viennent de pays très très différents, à l'intérieur de pays, de régions très très différentes, et avec un rapport à l'islam extrêmement différent. Donc si vous êtes, vous venez du Mali, selon que vous êtes Bambara, Soninké, selon que vous êtes noble, roturier, pas du tout le même rapport au texte, pas du tout le même rapport à la religion. Ne parlons pas de l'Algérie, entre la Kabylie et d'autres régions. Donc en fait, il n'y a pas un islam monobloc. Ça n'existe pas. Ça existe de l'extérieur. Alors de l'extérieur, on va avoir des gens qui ne connaissent pas la religion musulmane, qui vont l'instrumentaliser en disant l'islam. D'ailleurs, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est pourquoi on insiste tellement sur cette idée des signes ostensibles religieux. Parce que ces signes entre guillemets ostensibles religieux, ça va être, une barbe un peu trop longue, un voile. En fait, c'est typiquement ce qui permet de rester dans l'image, dans le spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui permet aussi d'éviter la rencontre. La personne qui a cette barbe-là, cette jeune fille qui porte un voile, la personne qui porte un camil, par exemple. Est-ce que vous lui avez parlé ? Et donc, quand on reste sur les signes ostensibles, on reste encore dans l'évitement de la rencontre. Et ça, c'est important parce que du coup, quand vous avez, et là je reviens sur la question pédagogique, la question de quand vous avez des jeunes en fait qui d'un seul coup se disent tiens, je vais trouver des réponses dans la religion, dans une certaine forme de pratique religieuse, etc. Tous les éducateurs vous le diront. Ce qui permet de voir ce que va devenir la religion, jusqu'à quel point, parce qu'il peut évidemment y avoir des usages problématiques et intolérants de la religion. Là, faut rentrer dans le dur. Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Et ça, on ne peut être que dans une relation éducative et, personnelle par rapport à cette question-là. Et cette manière, comme ça, de dire le voile, le burkini, l'abaya, en plus avec des confusions où en fait on confond signe d'arabicité, je mets des guillemets de rigueur avec signe de religiosité. Ça en dit tellement long en fait de l'inculture, mais vraiment de l'inculture des gens qui parlent de ces questions-là et qui se disent cultivés. C'est obscène en réalité. C'est vraiment, c'est absolument obscène. Et ça en dit très très long et on revient sur des choses structurelles en fait, du refus de vouloir rencontrer en fait les personnes dont on parle. Quand même, c'est hallucinant. On parle tout le temps de ces femmes voilées sur tous les plateaux télévisés. C'est des hommes blancs d'un certain âge qui parlent à la place des femmes, alors qu'on vit dans une époque MeToo où ces mêmes personnes vont dire oui, je suis féministe entre guillemets, mais c'est tellement obscène en réalité que c'est quelque part c'est gênant, mais c'est médiatiquement, c'est ce qui structure les choses. Donc ça pose tout un tas de difficultés parce qu'en fait cette obscénité-là, elle est effectivement extrêmement mal vécue dans les quartiers populaires. Quand vous êtes musulmane, quand vous avez ces caricatures en fait qui dépeignent en fait votre rapport à la religiosité, c'est quand même extrêmement problématique. Et en plus, ça empêche d'avoir les véritables conversations qu'il faudrait avoir autour de ces questions-là. Alors, puis déjà aussi, il y a une telle crispation, mais qui est ridicule, c'est-à-dire que quand vous travaillez notamment avec des adolescents, etc., qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un rapport à la religiosité qui va être extrêmement
plastique, fluide, et c'est normal en fait. C'est-à-dire que voilà, votre rapport à la religion, il va se construire d'une certaine manière à 15 ans, puis il sera différent à 18. Comment dire, ce rapport, il vise à répondre à certaines questions en fait que se posent les jeunes ou les moins jeunes, et il s'intègre avec tout un tas d'autres rapports et tout un tas d'autres pratiques. Et c'est vrai que par exemple quand on a ce genre de commentaires qui sont assez récurrents sur les plateaux télé en disant mais regardez, ce sont des jeunes qui sont pas cohérents parce que ils se disent musulmans et ils écoutent du rap, vous voyez ce genre de choses. Mais en fait tout ça va ensemble, et en fait quand on connaît un petit peu les choses de l'intérieur, tout ça s'entrecroise. Et à un moment donné, quand on perçoit ce type de comportement en disant il y a un manque de cohérence ou c'est de l'entrisme, il y a une stratégie, etc. Bah là encore une fois, on revient sur le manque de curiosité, sur le fait de pas vouloir rencontrer les gens, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait par exemple des jeunes filles qui vont porter un voile et qu'elles se maquillent sous leur voile. Enfin, tout ça s'explique complètement. C'est pas du tout, forcément absurde. Mais la vraie question qu'il faut se poser, du coup, c'est qu'est-ce que vont chercher les personnes quand elles investissent la religiosité et comment elles le font. Et il y a énormément de manières de le faire. Et les manières qui peuvent être problématiques, c'est effectivement quand la religiosité est utilisée en fait de manière extrêmement intolérante et vindicative. Donc en fait c'est la question du prosélytisme et de ce que Adorno appelait l'intolérance à l'ambiguïté, c'est-à-dire quand vous allez utiliser la religion pour dire voilà, en fait, je sais ce qu'est le monde, je sais quoi faire dans le monde, je sais qui sont les gens que je ne rencontre pas puisque ce sont des mécréants et je ne les rencontrerai pas. Mais d'une même manière, cette posture, cette intolérance à l'ambiguïté que certains jeunes, effectivement, dans un certain type de rapport à l'islam peuvent partager, c'est pas du tout la majorité, faut le dire, vraiment pas, mais ça existe. Au fond, quand on a des éditorialistes qui parlent des populations immigrées, des quartiers populaires et de l'islam de cette manière-là, ils sont dans un rapport rigoriste et religieux à leur propre position sociale, à leur propre position médiatique. Donc en fait, c'est les deux faces d'une même médaille, mais ce sont des personnes qui, je reprends les propos d'Adorno, qui sont intolérants à l'ambiguïté, qui veulent pas l'ambiguïté, et Adorno avait bien montré que l'intolérance à l'ambiguïté, c'est ce qui mène vers l'autoritarisme et vers la séduction, vers la personnalité autoritaire. Parce que la personnalité autoritaire, justement, c'est celle qui va, comme ça, dire c'est comme si, c'est comme ça, faut faire comme ci, comme ça. Et ceux qui sont pas comme nous, entre guillemets, en fait, on veut pas les rencontrer et on veut pas les voir. Et en fait, la logique finale, c'est on veut les détruire. Mais là, ce qui se passe, c'est que je reviens à cette histoire de plateau télé, qu'il y a une destruction symbolique, une destruction médiatique qui est évidente, mais qui produit des dégâts. Alors après, quand on revient sur la question du rigorisme, effectivement, ça, on peut le percevoir chez certains jeunes qui vont chercher une vision assez intolérante et ultra rigoriste de la religiosité, mais pourquoi ? Parce qu'en général, il y a un besoin de cadre très très fort. Il y a un besoin d'avoir des certitudes, justement. Parce que ce sont des trajectoires où il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flottements, et d'une certaine manière, la rhétorique politique de Daesh, c'est ce que j'appelle un imaginaire politique flottant. Donc c'est à la fois du rigorisme, mais à la fois de le politiser. Ce type de perception de la religion, c'est une perception qui est politisée, parce que derrière le rigorisme, il va y avoir la vision d'un ordre politique du monde stable, avec aussi une projection dans une forme d'idéalisme politique. Et donc ce type de rapport à la religiosité, il peut exister en fait dans certaines trajectoires, mais tout à fait particulières. Mais à chaque fois, en fait, c'est quand même des jeunes qui cherchent des certitudes et qui vont trouver dans la religion des certitudes, mais encore une fois dans une certaine manière et une manière qui est pas durable d'ailleurs. C'est ce que je montre dans mes enquêtes, c'est-à-dire le passage souvent. Oui, et puis en fait, on peut pas durer comme ça parce qu'en fait
plus on va donner de l'importance à la religion en fait dans l'ensemble de ces engagements sociaux, en disant que c'est le truc le plus important, plus on va être confronté avec des gens qui sont des véritables sachants, des gens qui connaissent les textes, qui s'intéressent de manière intellectuelle aussi à cette question-là, et qui vont avoir une autre forme de rapport à la religiosité. Et plus le temps dure, plus si vous êtes très très tendu sur ces questions-là, plus ça va être difficile dans les interactions de faire face à des gens qui en fait en réalité plus d'expérience, plus de connaissances, plus d'ouverture, parce que voilà, il y a le moment du show, le moment du spectacle, mais il y a le moment de la réalité en fait de la vie sociale. C'est comme toutes les personnes qui parlent de la banlieue sur les plateaux médiatiques, si on les met en face, je sais pas, de personnes qui ont fait des enquêtes ou d'habitants ou d'habitantes, ça va être difficile pour elles, parce que sans caméra, dans la discussion concrète, la bulle elle explose. Et donc ça, dans le rapport à la remédiation, chez des jeunes qui peuvent être séduits par un rapport intolérant à la religion, c'est tout le temps cette question de la bulle. Est-ce que vous pouvez avoir des adultes en fait en face de vous qui vont avec une forme d'écoute pouvoir déconstruire cette bulle-là? Et ça existe beaucoup dans les quartiers, mais sans doute pas assez par rapport aux besoins, par rapport à la difficulté. Et c'est pour ça aussi qu'on a toute cette problématique-là avec des jeunes qui peuvent être séduits par une forme de radicalité. Mais je dirais, d'un point de vue éducatif, les recettes pour traiter ça, on les connaît en fait à peu près, et ça nécessite des moyens en fait financiers, humains, sociaux pour pouvoir traiter ça. Sauf que c'est absolument pas perçu d'un point de vue politique et médiatique comme rentable. C'est pour ça qu'on a des difficultés. Mais un autre point, et je terminerai là-dessus, il faut pas non plus parce qu'il y a une glose comme ça dans l'espace public sur la religion en fait, comme si c'était un truc pour débiles, quoi. On va le dire comme ça. Voilà, croire. Je pense qu'il faut quand même vraiment prendre au sérieux les questions concrètes auxquelles la religion va répondre pour certains jeunes dans les quartiers populaires. Et ça, je l'ai montré dans un certain nombre d'enquêtes, parce qu'il y a des questions qui sont des questions morales, des questions politiques, des questions esthétiques, des questions métaphysiques, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Juste sur la question métaphysique et esthétique, c'est-à-dire le fait, à travers la religiosité, de faire l'expérience de la beauté et d'avoir des émotions esthétiques. Ça, c'est des choses qu'on voit très très souvent. Des jeunes qui vont dire, en fait, quand j'écoute un chant, c'est hyper beau, je m'évade, etc. Mais oui, c'est hyper beau. Et pourquoi ça compte? Parce que quand la propre perception que vous avez de votre environnement immédiat, c'est de dire je vis dans un endroit, je le trouve laid, je l'aime pas, enfin voilà, j'aime mes amis, j'aime mes voisins, mais en fait c'est moche, c'est des choses que les jeunes vont dire. Le droit à la beauté. Qu'est-ce qu'on en fait? Le droit à la beauté dans l'espace urbain, dans la ville, dans votre environnement immédiat. Donc c'est pas aussi étonnant en fait que la religiosité puisse ici répondre à un besoin. Sur la question métaphysique, quelque chose d'extrêmement important, c'est que tous les jeunes qui ont grandi dans les quartiers populaires, du fait justement des concentrations de violences économiques et sociales et institutionnelles, donc les violences structurelles qui existent dans les quartiers, ils vont tous et toutes avoir fait cette expérience d'avoir perdu quelqu'un qu'ils connaissaient tôt, mais de manière brutale et de manière en fait anormale par rapport au cycle de vie, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui est parti trop tôt. C'est des questions très fortes à l'âge de l'adolescence. Comment on deal avec ça? Comment on fait avec la perte comme ça? Et surtout quand vous avez beaucoup de questions qui sont tabous. Alors, il n'y a pas que la question policière, d'ailleurs. De l'extérieur, on parle beaucoup de la question policière, mais il y a la question des règlements de compte, qui aboutissent à plus de décès que les interventions policières, ça, il faut vraiment le dire, mais qui sont des questions tabous, parce que ça met en relation des personnes ou des familles qui se connaissent, qui vivent les uns à côté des autres, etc. Donc c'est très complexe, en fait, en réalité, de gérer
l'après, et donc c'est la question du deuil, et on voit que la question du deuil, elle est très peu traitée de manière institutionnelle et de manière politique, c'est-à-dire que il y a plein de situations qui devraient, de manière normale, j'ai envie de dire, donner lieu à des cellules d'écoute psychologique. Voilà, quand un jeune est mort, c'est rarement le cas en fait. Alors que dans d'autres endroits de l'espace social, ce serait automatiquement le cas. Et donc, comment on fait ? Et la religion, elle apporte des réponses en fait. C'est la religion, c'est quand même un discours qui pose la question tout de suite, j'ai envie de dire, de manière très explicite, du rapport à la mort, du rapport à la culpabilité, du rapport à la moralité. Parce que vous avez aussi beaucoup de jeunes qui se sentent coupables d'un certain nombre de choses qu'ils ont faites, notamment dans les jeunes qui ont une petite carrière délinquante, etc. Et la religiosité peut apporter des réponses. Alors, la question qu'il faudrait se poser aussi, collectivement, c'est et moi je suis pas là pour dire ce sont des bonnes ou des mauvaises réponses, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi un recours effectivement de plus important de la religiosité, et en particulier la religiosité musulmane, mais pas que. Il y a pas que la religion musulmane, il y a d'autres religions qui sont importantes dans les quartiers populaires, notamment l'évangélisme, très très important. On en parle, voilà, et c'est très important. Et en fait, c'est une autre manière de trouver des réponses aux mêmes questions, en fait, parce qu'ils sont questions sociales en fait et un peu structurelles. Alors on en parle moins parce que ça fait pas les choux gras de l'espace médiatique, mais c'est extrêmement important. Et aussi dans cette dimension plurielle, avec aussi il peut y avoir des choses qui peuvent être inquiétantes de l'ordre de l'embrigadement, etc., mais qui sont pas propres à la religion en soi, mais qui sont propres au type de questions qu'on peut trouver dans certaines avec certains avec un certain type d'enveloppement, enfin bref. Tu penses embrigadement politique, par exemple, l'extrême droite ou Non, mais alors, là aussi, en fait, finalement, d'une certaine manière, dans l'embrigadement politique via l'extrême droite et de manière non religieuse, il y a aussi ce truc de l'intolérance à l'ambiguïté. Mais non, juste ce que je voulais dire, c'est que la place qu'accorde une partie de la jeunesse aujourd'hui à la religiosité, elle est aussi liée au fait que il y avait des institutions qui, par le passé, pouvaient répondre à ces questions esthétiques, métaphysiques, etc., qui ne sont plus là. Et donc, la religion, elle prend aussi la place du vide, d'une certaine manière. Et ce qui est dramatique, à un moment donné, c'est si vous avez un jeune qui va trouver qui va vouloir trouver toutes ces réponses à toutes ces questions-là à travers la religion, c'est aussi un jeune qui, sur son chemin, n'aura pas en fait pu rencontrer un travailleur social, un prof, une bibliothécaire, enfin je le mets au féminin parce que c'est plus souvent des femmes que des hommes, des personnes qui travaillent dans l'éducation populaire, etc. Enfin, des gens qui font quoi là, on a un enveloppement à des endroits différents en fait, pour en fait parler d'une question ultra sensible et ultra importante. Et d'ailleurs, contrairement aussi au fantasme des plateaux télévisés, l'islam, c'est les jeunes, quand ils vont chercher une réponse à travers l'islam, ils vont le faire très souvent de manière très individualiste. Je vais aller chercher mes propres questions en lisant certains textes, en regardant des vidéos, mais tout seul sur Internet. Et je me construis mon propre bricolage symbolique. Ça, en fait, c'est ultra occidental. C'est ultra occidental comme rapport à la religiosité. Donc, c'est pas du tout le truc de clash des civilisations. Ça dit à quel point, en fait, ces jeunes sont des enfants de la nation, des enfants de la France, des enfants qui vivent dans le capitalisme, et donc qui construisent aussi leur rapport par rapport à ces questions-là de cette manière-là, et pas du tout de manière orientale. Ça, c'est encore une fois, c'est absurde. Et donc là, sur toutes ces questions-là, on est quand même face à le décalage finalement entre la perception et la présentation médiatique et politique. On revient à ce qu'on se disait au début. On voit à quel point il est éloigné en fait de la réalité de la vie des gens. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a des lieux qui
qui s'éloigne en fait de la politique institutionnelle, qui s'éloigne aussi des médias les plus institutionnalisés, parce que il y a cette idée d'un décalage mais tellement immense et qui se fait sur le dos des habitants et des habitantes en fait, qui fait que, et on revient sur cette question de l'islamophobie, etc., que oui, les personnes se sentent objectivées, humiliées, utilisées en fait, mais comme elles le sont aussi économiquement. Mais là, il y a une utilisation politique, symbolique, qui est pas du tout à la hauteur en fait, à la fois de ce qu'on vit collectivement, parce qu'il y a aussi, et c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans mon travail, montrer à quel point en fait dans ces quartiers populaires, et c'est une autre manière de regarder les choses et qui nécessite un peu du temps pour pouvoir le percevoir, mais de voir aussi comment, malgré toutes les difficultés, malgré les violences, etc., à quel point aussi ces quartiers tiennent, à quel point ces quartiers produisent de la solidarité, à quel point ces quartiers produisent tout un tas de trajectoires, en fait, aussi où il y a de la joie, en fait, où des gens vivent et ont réussi à faire front, faire face, faire avec. Ça, et on n'en parle pas, c'est pas représenté, mais c'est aussi pour ça que ce discours un peu, je disais que c'était même pas faux sur la diversité, sur l'énergie, mais il existe aussi, c'est une vraie réalité, c'est-à-dire les personnes qui sont construites au travers des épreuves et qui sont des personnes fortes en fait, et en réalité, c'est pas vraiment un mot qui fait partie de mon vocabulaire, mais quand on parle du mérite, le mérite, c'est aussi sans doute ça, c'est-à-dire avoir réussi quand même à trouver sa place malgré toutes ces difficultés. Et ça existe énormément dans les quartiers populaires. Et finalement, on parle aussi dans l'espace médiatique beaucoup du mérite. Mais là, on revient à l'absurdité du champ médiatique et politique. Les personnes qui passent leur temps dans les médias à parler du mérite, de l'effort, un discours en fait au fond très néolibéral mais drapé de républicanisme. C'est des personnes qui sont des héritiers, des personnes dont les parents étaient déjà socialement, économiquement et politiquement en place et qui vont vous parler de la culture du mérite alors que elles ont joué la course avec 400 mètres d'avance. Et c'est vraiment des personnes qui ont hérité en fait. Donc on voit un peu qu'il y a toute une histoire de faux semblants derrière tout ça et que les banlieues, les quartiers populaires sont au cœur de la construction de ces faux semblants aujourd'hui. Je trouve que ce qui devrait nous interroger à gauche aussi dans ce que tu dis, c'est tu l'as pas développé et ça va bien parce que du coup c'est ma dernière question autour de ça, c'est le rapport aux politiques et en fait le fait qu'il n'existe plus de grands récits aussi dans lequel on peut se projeter et dans lequel on peut imaginer un avenir meilleur. Et ma dernière question, elle portait autour de la France insoumise, qui a pour objectif stratégique de viser spécifiquement les habitants des banlieues, en disant que le seul problématique, c'est lutter contre l'abstention et que ça permettrait de gagner dans un face-à-face qu'on connaît de manière un peu caricaturale face à la position de François Ruffin, qui va dire non, faut aller chercher les classes populaires. J'aime pas cette expression, mais de la France périphérique. Bref, et du coup, ce discours d'LFI donne l'impression d'abord d'une population assez homogène. Tu le disais au début, au final, on se rend compte que y a pas de peuple unifié, que vivre au même endroit et partager objectivement certaines expériences ne signifie pas pour autant qu'on partage exactement les mêmes trajectoires, les mêmes positions sociales, etc. Et puis voilà, pour être déjà allé sur le terrain, on se rend compte aussi que la proportion d'habitants qui sont acquis aux idées de gauche est importante, mais voilà que c'est pas non plus partagé par tous. Et ce que je trouve dérangeant dans la position de LFI, c'est que derrière cette rhétorique-là, finalement, pour gagner le vote de ces personnes, on parle beaucoup de la lutte contre le racisme sur des thématiques comme par exemple les positions sur Gaza. Mais finalement, dans la pratique,
dans les discours qui sont tenus par les principaux cadres du parti, et on propose peu de politiques publiques spécifiques pour ces espaces urbains, peu de choses qui pourraient améliorer leur quotidien, quoi. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer, hein, le rapport aux politiques qui est pas évident, le manque de représentativité de la classe politique, l'écart en termes de classe, vu les profils des militants qui viennent quand même de la classe supérieure blanche. Bref, pour poser la question, est-ce que tu penses que les 500 000 voix dont parle LFI après les élections présidentielles, dont elle a parlé en 2017 comme en 2022, elles peuvent vraiment être trouvées en banlieue populaire urbaine? Ouais, alors il y a déjà deux manières de voir le problème, je pense. Sur la question du débat d'idées, en fait, on a bien vu à quel point la question de tout centrer sur l'insécurité, sur le ghetto, comme c'est complètement hors sol et que ça correspond pas en fait à la réalité des problèmes, cette conversation-là en fait à gauche, il me semble que la gauche, si elle est en plus rationaliste, au sens où elle se base sur les faits et sur ce qui se joue vraiment, cette conversation, elle est hors sol et elle est hors sujet. Donc en fait, l'idée de courir en permanence derrière la question de l'identité et la question de la spectacularisation de la peur et de l'insécurité, c'est une sorte de puissant fond. Et on voit bien, là ça fait une séquence qui va durer maintenant depuis plus de 20 ans, que la gauche s'est enfoncée, entre guillemets, dans cette problématique-là, et qu'elle sera tout le temps perdante face à une opposition qui sera toujours plus forte dans l'outrance et sur ces questions-là. Et c'est pas la réalité des problématiques qui se posent. Donc la réalité des problématiques qui se posent dans les quartiers, c'est effectivement la question sociale, c'est-à-dire la question des conditions de vie, la question de la précarité, la question du rapport à l'emploi, la question du salaire, la question du logement. Ça, c'est les vrais problèmes et qui, sont transversales. Et puis, il y a la question aussi de l'accès aux services publics, qui est vraiment important. Enfin, il faut la rappeler. Le rapport au droit commun, le rapport aux services publics, il est extrêmement dégradé dans les quartiers populaires. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est les vraies questions, c'est les vraies problématiques. Donc, si l'idée c'est que est-ce que la gauche doit se déporter sur ces questions-là? Oui. Ça, c'est très très clair. Il n'y a pas d'autres alternatives. Ce sont les véritables questions qui se posent. La question, c'est et là, on commence à rentrer dans la politique politicienne, c'est en gros quel est le coût politique de ce déport-là. Mais il me semble que s'il y avait un déport qui était très très clair et on arrête d'aller dans la surenchère sur les questions identitaires, on pose une opposition politique qui est très claire, qui est très nette, et cette opposition, elle doit être posée. Maintenant, est-ce que le fait de se déporter idéologiquement et théoriquement, j'ai envie de dire, en tout cas de changer l'agenda politique, fait que mécaniquement, c'est cette question-là, les habitants des quartiers populaires pour qui ces questions-là sont de vrais problèmes vont suivre, entre guillemets, à la gauche ou aller voter pour les candidats qui portent cette question. En fait, là, il y a un autre enjeu et en fait, on revient sur ce que je dis depuis le début, c'est la question du rapport concret, en fait, aux individus, aux personnes, aux lieux et aux territoires, et pas faire de ces personnes et de ce lieu-là des objets, en fait. Et donc, c'est là où je pense que le pouvoir politique doit être humble et patient et doit aussi peut-être se regarder en face. C'est en fait, les gens vont pas mécaniquement se déporter vers un parti politique si vous changez de logiciel juste dans les mots. Pourquoi? Parce qu'il y a un passé et un passif. En fait, ça fait depuis les années 80, il y a un moment quand même très particulier qui a été la marche de 1983, où vous aviez la marche pour l'égalité contre le racisme, où vous aviez des jeunes, de milieux populaires, des quartiers, issus de l'immigration, qui avaient émergé dans l'espace public et qui avaient marché comme ça jusqu'à Paris, ça faisait la une de tous les journaux, et qui auraient pu être et qui auraient dû être les représentants en fait d'une nouvelle forme de
de représentation politique, ça c'est déjà une question, et aussi d'incarner d'une certaine manière un renouveau de la parole publique. Et en fait, tous ces jeunes-là qui étaient en nombre dans les quartiers populaires et qui portaient des véritables combats, ça c'est important. C'était pas juste des revendications générales, c'était beaucoup de jeunes qui étaient inscrits aussi dans le champ associatif, qui avaient porté des combats locaux qu'on a oubliés, mais parce que il y avait tout un tas de difficultés locales et de combats locaux qui ont été plus ou moins gagnés, plus ou moins perdus. Il y avait la question des ratonnades aussi à l'époque, qui est pas exactement la même question que la simple question policière. Et là, on avait des jeunes qui existaient, qui auraient pu exister médiatiquement et politiquement, et qui menaient des combats locaux concrets, réels. Et donc du coup, qui ont une crédibilité. Parce qu'en fait, la question, c'est ça, c'est la crédibilité vis-à-vis des habitantes et des habitants, qui n'ont d'ailleurs pas forcément tout le capital politique ou culturel pour se projeter dans un discours, j'ai envie de dire, idéologique ou théorique ou général. Parce que l'urgence pour les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, c'est des urgences très concrètes en fait. Et donc quand vous avez des gens qui localement ont géré ces urgences-là, ont trouvé des solutions, ont gagné des combats et donc sont connus, identifiés des personnes, ça c'est les personnes comment dire sur lesquelles la parole politique doit pouvoir s'appuyer si l'idée c'est que les habitants des quartiers populaires reprennent voix et chapitrent l'espace public, mais ça se fera pas d'en haut parce que cette vision en fait paternaliste du rapport finalement entre les représentants politiques à gauche et les habitantes et les habitants des quartiers populaires et les militants et les militantes, il y a une histoire, quoi. Je reviens, hein, c'est les années 80 et il y a eu comment dire, une sorte de kidnapping là. Et il y a une mémoire sociale, historique de tout ça. Donc les habitants des quartiers populaires, ils sont quand même vaccinés de ça. Donc il y a ça. Et puis je pense aussi qu'il y a eu le macronisme et le macronisme. Ça a complètement démonétisé en réalité la parole publique vis-à- s de beaucoup de personnes. Au sens où ce qu'a vendu Emmanuel Macron, entre guillemets, c'est le pragmatisme, pas la gauche, pas la droite, c'était ça en fait au départ. Et qui ça a quand même suscité un certain nombre d'espoirs chez beaucoup de personnes qui se retrouvaient pas forcément dans des oppositions partisanes, un peu caricaturales, en disant ben voilà, si on traite vraiment concrètement des problèmes, peut-être en gros qu'il y a moyen de s'entendre. Donc ça a été une promesse et je pense qu'on mesure pas à quel point en fait le fait que ce n'était que des promesses, ça et dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui portaient un espoir dans Emmanuel Macron sur cette dimension-là. Et l'autre problématique, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est devenu un personnage qui est une sorte de beau parleur, mais on l'écoute plus en fait depuis de nombreuses années. Ça, on l'a vu dans beaucoup de séquences. Les séquences Gilets jaunes a été extrêmement forte de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mots n'ont plus de sens. Quand vous dites impôt, partage des richesses, il n'y a plus de sens parce qu'en fait, ce ne sont plus que des mots. Et donc, et pour sortir de cette posture-là, il faut pouvoir avoir un personnel politique qui ne fait pas que parler, mais qui a aussi agi localement, qui a une crédibilité et qui peut se targuer de faire et d'avoir fait en fait et d'avoir réalisé des avancées très concrètes et pertinentes. Et ce qui n'est pas le cas en fait de ce qui se passe dans la séquence, dans le rapport aux politiques avec Emmanuel Macron. On n'a que des mots en fait, des grandes envolées lyriques sur tous les sujets. Hein. Sur la pauvreté, sur la situation au Proche-Orient, mais c'est des mots. Et quelle est la réalité en fait des actions faites, des prises de position très concrètes? Elles sont très faibles en réalité. Et donc je reviens là-dessus parce que du coup la question qui se pose à la gauche, si les partis sont encore dans une logique, donc il faut aller chercher des voix, il faut aller chercher, ça ne marchera pas parce qu'en fait il y a quand même une séquence très très forte où
les partis ne pourront pas faire sans les individus, mais aussi les combats locaux. Ça, c'est important, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a du politique dans les quartiers, qu'il y a des associations, il y a des personnes qui se mobilisent, il y a beaucoup, en fait, il y a un peu un écart aussi entre, je dirais, la participation politique, on va dire, institutionnelle, le vote, clairement, hein. De ce point de vue-là, ce qui caractérise les quartiers populaires, c'est l'abstentionnisme. Donc, c'est pas par cette participation électorale que le rapport aux politiques s'expérimente le plus, mais il y a tout un tas d'autres combats locaux, ou même, par exemple, la relation à la police, finalement, elle est d'une certaine manière politisée, et c'est du politique aussi qui se joue dans tout un tas d'interactions et de combats locaux. Et donc là, il y a quand même une force dans les quartiers populaires. Il y a des associations. On parlait aussi de la place des femmes, en fait. Et c'est intéressant aussi parce que les femmes, elles ont aussi un rapport à la parole publique un peu différent des hommes. Et donc, il y a en fait des forces vives. Il y a des combats locaux très importants qui parfois sont gagnés, et il faut s'appuyer sur ces ressources, sur ce capital social et symbolique, mais ça peut pas se faire dans l'urgence, ça peut pas se faire dans la précipitation, et ça doit se faire dans le temps de la rencontre, et le temps de la co-création, et le temps de la mise en commun, et le temps de la mutualisation, et voilà. Et donc, alors, les situations locales sont toujours un peu différentes. Il y a aussi des situations où ça existe, hein, où ces rencontres existent véritablement. Et d'ailleurs, dans ces moments où ça existe, on voit que ça fonctionne, en fait. Donc là, il y a comment dire, un rapport, en fait, à l'autre, j'ai envie de dire, qui doit changer. Donc, tu vois, pour répondre à la question, il y a j'ai envie de dire, il y a deux axes. Il y a l'axe des questions qu'on pose, et l'axe de la manière dont en fait dont on ouvre ces questions-là, et la manière dont en gros les partis sont en capacité de s'ouvrir à des formes d'engagement qui sont sans doute très très différentes, en fait, des formes d'engagement un peu classiques, et l'enjeu il est là. Donc il y a un peu le fond, la forme, et ça, c'est de se mettre en totale opposition avec la manière dont la structuration, en tout cas dominante, du champ médiatique et politique se fait. Donc l'enjeu, il est là. Il n'y a pas vraiment d'autres options, me semble-t-il. Et je crois que la bonne nouvelle, c'est que il y a une masse, en fait, de personnes très très fortes qui est là, qui a une envie aussi, en fait, de politiser des choses, parce que enfin, toutes ces personnes-là, beaucoup plus que d'autres personnes dans l'espace social, savent que leur vie est politisée, parce qu'elle est politisée tous les jours sur les plateaux télévisés. Donc cette envie, ce désir de politique, en réalité, il est là. Mais ça doit passer quand même par des rencontres, et par un rapport aux combats locaux, concrets, et il y a des mesures aussi très concrètes qui en réalité pourraient être présentées de manière complètement comment dire, presque consensuelle, j'ai envie de dire. Enfin, revenir à la devise, se dire voilà, républicain, liberté, égalité, fraternité, mais vraiment, sur le rapport au service public, sur le rapport aux opportunités, sur le rapport à la reconnaissance, en fait, et à la considération. Parce qu'en fait, ce dont souffrent les habitants du quartier populaire, c'est d'une déconsidération folle, déconsidération par rapport évidemment à la question du racisme, de l'islamophobie, mais aussi en réalité au rapport à la vie matérielle. Et on peut
terminer là-dessus. Je pense que la séquence Covid, elle était très parlante par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, les habitants des quartiers populaires qui sont ceux qui prennent soin, qui sont ceux qui livrent, qui sont ceux qui continuent à faire tous ces métiers, en fait, dont on sait qu'ils sont nécessaires et dont on sait qu'ils sont payés au salaire minimum et avec des horaires ultra flexibles et donc des conditions de vie au quotidien qui sont intenables, dégradantes et la déconsidération est là. Donc là aussi, liberté, égalité, fraternité, sur ces questions-là, d'avoir des politiques publiques assez fortes et claires, en fait. Ça nous renvoie aussi à la question, évidemment, de la redistribution des richesses, mais ne pas dévier de cette ligne-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à entendre ça, mais en sentant qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui sont ouvertes et en connexion avec les combats locaux, en fait. Mais je pense que la question de la forme et la question du fond, elles vont aussi ensemble, elles sont intriquées. Enfin, quand on voit LFI qui vient dans les quartiers au moment du vote, dit qu'elle s'implante en relayant de temps en temps voilà des grands discours qui viennent du national, mais sans volonté réelle d'implantation locale, de rejoindre les combats locaux, de soutenir les habitants qui ont besoin de lutter contre les conditions indignes de logement dans lesquelles ils se trouvent, etc. Enfin, il y a plein de combats très concrets qu'on pourrait mener. Et puis, évidemment, la question de la représentativité. Au final, à part Rachel Keke, par exemple, qui a été une des figures vachement mises en avant dans le discours, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient des banlieues aussi, quoi. Oui, et ça pose la question de laisser la place. En fait, jusqu'où et comment on laisse la place. Et en fait, c'est si fondamental parce qu'en fait, là, en ce moment, on est quand même un peu en train de crever. Il y a aussi une absence de régénération en fait du personnel et de la parole politique et en fait ça se démonétise aussi quand je parlais de la séquence Emmanuel Macron parce qu'on a le sentiment d'avoir entendu, vu et revu le même film des mêmes personnes qui sont passées par les mêmes écoles et par les mêmes logiciels et on voit bien que quand on a des personnes parce qu'en fait là il y a un gâchis d'une intelligence collective et humaine qui est folle quoi parce que il y a des personnes qui pourraient prendre la parole et qui seraient suivies et qui seraient entendues et qui serait écoutée. Et c'est pas du tout étonnant que, par exemple, que Rachel Keke, elle ait été aussi utilisée entre guillemets, parce qu'on sent très bien quand elle parle d'un autre endroit en fait. Elle parle d'un endroit qui a sa forme de justesse, qui a sa forme de justice et qui va aller droit au cœur en fait de certaines personnes. Et c'est aussi ces endroits-là qu'il faut ouvrir de plus en plus. Mais ça veut dire considérer, écouter, laisser la place et prendre le temps. Fabien Truand, merci. Merci.